À quoi ressemblera l'Union européenne demain ? Depuis le conflit en Ukraine, on a semblé redécouvrir l'Europe. A-t-elle servi à quelque chose? Nous a-t-elle protégés? Ou finalement, est-elle en train de ne plus servir à rien, puisqu'elle devait servir à maintenir la paix, selon ses fondateurs? Je reçois Joséphine Staron, qui est philosophe, qui a écrit un livre qui s'appelle « Europe, la solidarité contre le naufrage ». Et donc, on va évoquer avec vous, Joséphine, deux éléments par rapport à l'Europe. Tout d'abord, cette Europe ne nous a pas évité une guerre aux portes de l'Europe. Et puis, est-ce que finalement, on n'a quand même pas découvert une Europe qui fonctionnait plutôt pas mal pour un certain nombre d'éléments? Donc, tout d'abord, est-ce que vous pensez que l'Europe a failli? L'Europe a désavoué son fondateur puisque nous avons une guerre aux portes de l'Europe? Alors, vous le dites vous-même, aux portes de l'Europe, ce n'est pas dans l'Union européenne. C'est tout aussi tragique, ne nous méprenons pas. Mais la promesse des pères fondateurs à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, c'était d'éviter toute guerre entre les futurs États membres de l'Union européenne. Et bien évidemment, cette communauté devait s'étendre le plus largement possible. Et certains voulaient même qu'elle inclue la Russie. Donc l'idée, l'objectif, on va dire final, était bien sûr d'anéantir toute possibilité de guerre à l'avenir. Sauf que là, une guerre a surgi. On peut aussi parler, dans les années 90, de la guerre dans les Balkans occidentaux, qui a été assez tragique et qui a aussi remis sur le devant de la scène et dans les débats cette faillite, cette idée de faillite du projet européen. Mais pour quand même avoir une note assez positive, entre les 27 avant 28, maintenant 27 États membres de l'Union européenne, il n'y a toujours pas eu le moindre conflit armé, ni même de réel conflit diplomatique. Donc, en ce sens, c'est une réussite, même si, bien évidemment, il faut aller plus loin. Et c'est tout l'enjeu, d'ailleurs, de cette communauté politique européenne qui a été lancée début octobre. Enfin, la première réunion a eu lieu le 6 octobre à Prague. On verra bien ce que ça donne, c'est encore trop tôt. Mais c'est l'idée de pouvoir intégrer tout le voisinage de l'Union européenne pour étendre ce concept de paix à l'extérieur de l'UE. Mais vous évoquez l'ex-Yougoslavie, donc vous dites que ce n'était pas entre États membres. Certains sont devenus membres après. Certains sont devenus membres après, d'autres sont toujours des États qui essaient de déposer leur candidature, d'autres encore ont déjà eu leur candidature acceptée. On est effectivement face à des États qui se sont déchirés dans une guerre d'indépendance et l'Union européenne, comme après la chute du mur de Berlin et la chute de l'Union soviétique, a essayé de récupérer dans son giron ou sous son aile une partie des États. Mais une des règles de l'adhésion à l'Union européenne, comme de l'adhésion à l'OTAN d'ailleurs, c'est que s'il y a le moindre litige aux frontières, il ne peut pas y avoir d'adhésion possible. Or, tous ces États, pour l'instant des Balkans, les frontières sont figées, mais en tout cas ne satisfont pas pour le moment la plupart des citoyens de ces pays. Alors, vous venez de l'évoquer, l'OTAN. Les gens qui sont anti-européens disent souvent, en fait, l'Europe est le vassal de l'OTAN. C'est-à-dire que l'Europe ne sert pas à grand-chose, et sur le conflit russe et ukrainien, on a bien senti que c'était le risque que l'Ukraine peut-être adhère ou arrive dans le giron de l'OTAN. Donc finalement, qu'est-ce que vous répondez à ces gens qui disent, mais de toute façon, puisqu'il y a l'OTAN, autant enlever l'Europe, en tout cas pour les questions de défense et de protection? Alors, plusieurs arguments. Déjà, le premier argument, c'est que l'OTAN en Europe était quand même sur le point de se désengager, ou du moins les Américains, de l'OTAN en Europe, jusqu'à ce que la guerre en Ukraine survienne. On se rappelle tous des discours de Donald Trump, il n'y a pas si longtemps, qui demandait aux Européens de financer enfin leur propre défense et de ne pas toujours compter sur les Américains pour les protéger. D'autant que la stratégie américaine, c'était plutôt de s'orienter vers la zone asiatique, vers l'Indo-Pacifique, où ils voyaient davantage leurs intérêts stratégiques à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est certain, les cartes sont rebattues. On a un conflit avec la Russie, un peu l'ennemi historique des États-Unis, et donc ils ne sont pas prêts de quitter le continent européen et de diminuer leur investissement dans le cadre de l'OTAN. Toutefois, ça n'empêche pas que les Européens se rendent compte, du fait de cette guerre, de leur extrême dépendance
premièrement vis-à-vis de l'OTAN, mais aussi de leur faiblesse structurelle en matière de défense. Il faut savoir que presque aucun État membre de l'UE et de l'OTAN ne dépensait les fameux 2% de leur PIB dans des dépenses liées à la défense. À part peut-être la France. Et encore, on est en train de diminuer chaque année les budgets militaires. Donc on avait pourtant une règle presque sacrée, la règle de l'OTAN, qui était que tous les pays membres doivent dépenser au minimum 2% de leur PIB dans des dépenses de défense. Eh bien, ce n'était même pas respecté. Donc là, on entre dans une nouvelle phase où des États, même l'Allemagne, ce qui surprend le monde entier, il faut le dire, se réarment, pensent leur réarmement et pensent leur défense dans l'OTAN, bien sûr, parce que c'est un cadre déjà existant, mais les questions liées à l'Europe de la défense, si on oublie l'idée d'une armée européenne qui est un peu utopique, ou en tout cas ne verra pas le jour avant des dizaines et des dizaines d'années, le reste, c'est-à-dire la prévention, l'anticipation, des stratégies en matière industrielle, technologique, tout ça, c'est des choses que l'Europe de la défense peut faire et peut venir en complément de ce que fait déjà l'OTAN. L'OTAN, c'est assurer la sécurité et c'est un aspect très militaire. Eh bien, l'Europe de la défense, outre un aspect militaire qu'il est difficile aujourd'hui de mettre en œuvre, ça peut être sur des aspects cyber, informationnels et autres. Donc il n'y a pas pour moi d'incompatibilité entre OTAN et Europe de la défense, bien au contraire. Les deux devraient être très complémentaires. Vous savez aussi, enfin j'imagine que vous intégrez le fait que si ça ne fonctionne pas, cette Europe de la défense, c'est qu'on a une Europe qui a été construite avec un de ses membres très importants et qui est en plus le plus gros industriel, à qui on a dit t'es gentil, et c'est l'Allemagne, t'auras jamais d'armée qui pourra sortir de tes frontières parce qu'on a peur de toi. Est-ce qu'aujourd'hui, cette peur et cette histoire allemande est en train de s'estomper? Est-ce qu'on redonne finalement un peu de gage de confiance à l'Allemagne? Alors, cette peur, elle s'estompe du fait du contexte, c'est-à-dire qu'il y a une peur plus grande, plus imminente, on va dire, qui relègue celle-là à un plan un peu plus arrière. Du côté des Français, quand on écoute quand même un certain nombre de dirigeants économiques, militaires, politiques, il y a quand même cette petite inquiétude qui subsiste vis-à-vis de l'Allemagne. Et ça se comprend, c'est-à-dire qu'il y a quand même un traumatisme historique après 3 guerres, la Prusse puis l'Allemagne à 2 reprises. Bon, on comprend que la France soit un petit peu encore inquiète lorsque l'Allemagne annonce un réarmement. Mais par contre, d'autres pays en Europe voient ça d'un très bon œil, notamment les pays de l'Est, d'Europe centrale et orientale, les pays des Balkans, les pays la Pologne, la Lettonie, l'Estonie, etc., qui voient ce réarmement de l'Allemagne ou ce réinvestissement de l'Allemagne dans son industrie de défense comme un allié supplémentaire dans leur lutte contre l'ennemi russe qui frappe à la porte. Alors, on l'a vu, on l'a senti, on a l'impression que l'Europe s'est un peu acheté une légende en se retrouvant finalement assez bien groupée contre ces Russes qui avaient décidé de nous faire du mal et notamment nous couper le gaz et donc l'énergie. Alors on le sait, cette histoire de gaz, ça touche surtout les Allemands et l'industrie allemande. Est-ce que vous pensez que c'était ce qu'il fallait pour que l'Europe finisse par avoir enfin un allant et une histoire commune? Ce qui est certain, c'est qu'il n'est jamais plus facile de construire des liens de solidarité que lorsqu'on a un ennemi commun, clairement identifié, et donc qui représente une menace imminente. Là, c'est assez simple d'être solidaire et de se montrer solidaire. C'est ce qui se passe actuellement en Europe depuis le 24 février dernier, cette solidarité vis-à-vis de l'Ukraine, mais aussi entre les États membres qui se rendent compte que la dépendance excessive qu'ils avaient vis-à-vis de la Russie en matière d'importation énergétique, mais aussi d'autres matières premières, et bien que cette dépendance, elle est très coûteuse aujourd'hui. Coûteuse économiquement, bien sûr, mais aussi coûteuse stratégiquement, puisque on voit bien que sans cette solidarité européenne aujourd'hui, des États, la Hongrie, les pays baltes, l'Allemagne, même l'Italie, serait dans une difficulté immense et avec des populations, des citoyens qui vraisemblablement auraient de grosses difficultés à payer leurs factures d'électricité ou de gaz cet hiver. Donc la solidarité européenne, elle a fonctionné. Elle fonctionne en ce moment même sur les questions énergétiques. Alors,
Bien sûr, on pourrait en attendre encore davantage, en demander davantage, mais il faut se rappeler aussi que la compétence énergétique en tant que telle n'est pas une compétence exclusive de l'Union européenne. Donc il y a toute une négociation entre les différents modèles des États, des compensations entre ceux qui sont davantage dépendants du gaz russe et ceux qui le sont moins. Et donc tout ça, c'est une mécanique assez complexe, mais qui finalement a permis une solidarité assez rapide. Alors on voit, si on regarde par exemple les chiffres de l'inflation, on va dire que c'est l'indicateur du moment, plus les pays sont proches ou ont des frontières avec la Russie ou l'Ukraine, plus l'inflation est forte. Comment on peut économiquement ou comment on peut arriver à avoir une solidarité par rapport à ça? C'est-à-dire que les pays éloignés, eux, dans l'Europe, les Espagnols, les Portugais ont moins d'inflation que la Lettonie, l'Estonie et les pays qui sont collés à la zone de conflit. Ça s'explique aussi par une dépendance, un degré de dépendance différent. Les sources d'approvisionnement énergétique, notamment des États qui sont un peu plus éloignés de la Russie, hormis l'Allemagne, étaient relativement faibles, tandis que pour d'autres, notamment les pays baltes, c'était quasiment 100%. Donc ces mécaniques-là, on comprend bien ce qui se passe. Après, je ne suis pas économiste, donc sur les causes réelles de l'inflation, je ne peux pas trop en parler. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a en ce moment et depuis plusieurs mois des discussions très intenses entre la Banque centrale européenne et les États membres représentés par l'Union européenne, par la Commission européenne, pour essayer justement de minimiser les risques de l'inflation et pour trouver des mécanismes compensateurs. Là encore, c'est la solidarité européenne entre, comme vous le disiez, ces États qui souffrent d'une inflation plus forte que d'autres. Alors on va parler de cette solidarité. Votre titre est excellent parce que vous dites la solidarité contre le naufrage. Et effectivement, s'il y a bien un naufrage dans la solidarité européenne, c'est l'immigration. Et c'est un naufrage pour de vrai. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui meurent et qui sont aujourd'hui sous les eaux, non loin de l'Italie, de la Grèce ou de l'Espagne. Et donc ça n'a pas marché. Ça ne marche pas pour l'immigration. Ça a été un exemple d'échec de la solidarité européenne, et à deux titres. C'est-à-dire que moi, je distingue bien la solidarité qu'on peut appeler intra-européenne, entre les États membres de l'Union européenne, celle qui a été construite, créée par les pères fondateurs, et une solidarité extra-européenne. C'est cette solidarité que l'Union européenne ensuite exerce sur d'autres personnes, d'autres objets ou d'autres régions du monde. S'il n'y a pas une solidarité interne forte, solide, eh bien, on peut oublier la solidarité vers l'extérieur. Ça commence déjà par essayer de construire des bases fortes entre les Européens. Et sur cette question de l'immigration, on a échoué. Pourquoi ? Eh bien, parce que déjà, on a sous-estimé l'aspect culturel et très politique, très émotionnelle liée à l'immigration. On a eu des pays, notamment en Europe de l'Est, qui se sont tout de suite fermés à l'immigration, qu'on a très vite stigmatisés pour de bonnes raisons, mais tout en oubliant que bien, c'était des pays qui n'avaient jamais eu affaire à l'immigration, qui ne la connaissaient pas, contrairement à nous, à la France, à l'Espagne, à l'Italie, au Royaume-Uni ou autres. C'était des pays de terre d'émigration. Donc ça a été un choc culturel et politique énorme dans ces pays. La Hongrie, la Pologne, même l'Autriche, la République tchèque, tous ces pays qui très vite ont souhaité fermer leurs frontières, certains ont même construit des murs. Bien, c'est des pays qui ont été pris dans un choc culturel, social, émotionnel, qu'on a un peu sous-estimé. Et du côté européen, ce qui a été quand même compliqué, c'est que la gestion des flux migratoires, hormis Frontex, c'est-à-dire la police des frontières maritimes de l'Union européenne, eh bien la politique migratoire, c'est pas une politique européenne, c'est pas une compétence de l'Union européenne. L'intégration des réfugiés ou des immigrés n'est pas du tout une compétence européenne. Donc qu'est-ce qu'a fait l'UE ? Quand vous créez l'espace Schengen, quand vous dites, écoutez, on va créer des vraies frontières européennes, en fait, vous vous mettez dedans quand même. On se met dedans, mais il y a eu un impensé total. C'est un impensé de l'immigration de masse d'autres régions du monde. Ça n'a pas du tout été pensé. Et si ça avait été pensé... Ce n'est pas prévu pour ça. C'est pas prévu pour ça, mais c'est un impensé pourtant stratégique, effectivement. De nombreux géographes, sociologues, géopolitologues expliquaient quand même depuis des années que
au vu de l'évolution du monde, et notamment climatique, et de la conflictualité qui reprend dans un certain nombre de régions, eh bien, ces vagues migratoires s'intensifieraient et continueraient d'arriver. On n'a rien fait depuis 2015 quasiment. Donc depuis cette vague migratoire en Europe. Mais je voudrais juste revenir sur l'action principale qu'a essayé de mener l'Union européenne pendant cette crise migratoire. Ça a été d'instaurer la fameuse méthode des quotas. Pourquoi ? Eh bien parce que l'outil principal, l'outil que maîtrise la Commission européenne, c'est des outils, c'est des instruments presque économiques, mathématiques, scientifiques. Cette méthode des quotas, elle l'applique pour la pêche, par exemple. Ça marche très bien. Et donc elle s'est dit, bien, c'est le seul instrument dont je dispose puisque je n'ai de toute façon pas de compétences. Je vais proposer aux États d'appliquer cette méthode des quotas qu'on maîtrise en Europe aux migrants. On s'était oublié que les poissons et les migrants, c'est quand même tout à fait différent et que ça n'a surtout pas le même impact politique, social et émotionnel. Et là, on a les 28 États membres... C'est là où on reproche à l'Union européenne d'être techno. Mais pour cette matière-là, elle n'avait pas beaucoup d'autres solutions une fois que la vague migratoire était arrivée. On peut lui reprocher à juste titre de ne pas avoir su garantir davantage la solidité des frontières extérieures de l'Union européenne. Mais ça, c'est encore un autre débat. Mais la difficulté, c'est que les 28 États membres ont quand même voté en faveur de cette méthode des quotas, avaient accepté a priori d'intégrer leurs quotas de migrants et de réfugiés qui leur étaient imposés. Et quand on regarde ce qui s'est passé, eh bien, il n'y a quasiment aucun État membre qui a respecté son quota et qui a allé jusqu'au bout de la décision qu'il avait pourtant prise en votant en faveur de cette méthode. Donc on a aussi une forme d'hypocrisie et de malhonnêteté du point de vue des États. Cette histoire migratoire, cet échec migratoire conduit aussi au Brexit. On peut considérer que c'est une des raisons du vote. Alors, on a parlé de l'éleveur de moutons gallois, mais effectivement, ce vote pour la sortie de l'UE de la Grande-Bretagne est sans doute provoqué par notamment cette histoire d'immigration. C'est un élément déclencheur. Il faut quand même rappeler que le Royaume-Uni a toujours eu un pied dehors et un pied dedans, l'Union européenne. Bon, ça, c'est rien de nouveau. Mais effectivement, la crise migratoire a été un traumatisme. Le choc dont une partie, en tout cas de la sphère politique britannique, avait besoin pour faire passer son idée de Brexit, de sortie de l'Union européenne. Les chiffres non plus du référendum ne sont pas... aussi catastrophique que ça, hein, quand on regarde... Oui, mais c'est la majorité. Mais c'est la majorité. Ça aurait été une voix de plus, c'était déjà trop tard. Hein. C'était déjà trop tard. Mais ce qui est quand même assez frappant, c'est qu'on a les partisans politiques du Brexit qui ont ensuite avoué avoir impunément menti lors de la campagne pro-Brexit au Royaume-Uni. Donc, on peut quand même questionner la légitimité à la fin de ce référendum, même si il est certain que les Britanniques ont toujours eu une position très spéciale, que c'est eux qui avaient le record de veto au Conseil européen, que c'est également eux qui bénéficiaient du plus grand nombre de dérogations en termes de politique européenne, etc. Donc c'est une suite regrettable, mais c'est une suite presque logique. Et effectivement, la crise migratoire a été l'élément déclencheur, la cerise sur le gâteau, on va dire, pour les Britanniques. Est-ce qu'aujourd'hui, les Britanniques vivent moins bien en dehors de l'Union européenne, ou mieux, ou pareil ? Alors c'est peut-être encore un peu tôt pour mesurer les conséquences, mais si on en croit un certain nombre d'économistes, la situation n'est pas glorieuse. Ça ne se passe pas très bien. On a un certain nombre de grandes entreprises qui ont quitté le Royaume-Uni pour continuer à bénéficier des avantages du marché unique européen. On a tout un nombre... La sphère étudiante est très impactée aussi, puisqu'on avait des étudiants britanniques qui pouvaient étudier partout en Europe à des frais européens, donc c'est-à-dire vraiment pas très élevé. La réussite Erasmus. La réussite Erasmus. Et là ça s'écroule. Hein. Pour le moment, on n'a pas encore retrouvé de nouveaux accords avec le Royaume-Uni et l'Union européenne sur cette question-là. Il y a eu tout le problème irlandais.
quand même qui n'est pas réglé, qui n'est pas fini, qui ravive des tensions très fortes. La question écossaise également, on attend toujours ce référendum que l'Écosse devrait mener pour demander son indépendance vis-à-vis du Royaume-Uni. Donc le Brexit, s'il a pu satisfaire une frange de la population, en tout cas, il révèle quand même de grosses fragilités et des conflits politiques en interne qui vont émerger. Alors vous avez utilisé plusieurs fois le mot impensé, c'est parce que vous êtes philosophe. Parfois l'Europe est très consciente de ce qu'elle fait, notamment sur les règlements sur le numérique. Alors on a vu là une force de cette Europe à créer des règlements, le RGPD en France, qui protègent, alors sur le coup du méchant californien, on va l'appeler comme ça, mais parfois il est à Seattle aussi, en tout cas des géants du e-commerce, des géants des réseaux sociaux qui aspirer les données des Européens, et là aujourd'hui, ils sont soit condamnés parce qu'ils le font, soit ils ne peuvent plus le faire. Là, on sent que l'Union européenne a une force incroyable sur ces sujets-là. L'Union européenne, là, elle protège. C'est son objectif. Quand on lit les textes du le Digital Service Act ou Market Act, à chaque fois, au début des textes, c'est l'objectif de protection des consommateurs, des utilisateurs, des plateformes, etc. Pourquoi ? Eh bien parce que ce que n'a pas réussi à faire l'Union européenne, notamment à cause de ses règles très strictes sur la compétition interne, etc., eh bien, c'est de créer des géants numériques capables de rivaliser avec les géants américains. Ça, on n'a pas été capable de le faire et il est très vraisemblablement un peu tard pour nous y mettre. Mais pour essayer de compenser cette faiblesse, là encore, une vraie faiblesse stratégique européenne, eh bien, l'Union européenne a utilisé un outil qu'elle maîtrise, c'est l'outil du règlement, de la réglementation. Alors, certains peuvent dire la réglementation à outrance, c'est vrai. Parfois, elle en abuse, elle va légiférer sur des sujets qui sont plus préjudiciables qu'autre chose. Mais là, sur les questions numériques, elle a un vrai objectif et elle réussit, c'est-à-dire protéger les consommateurs européens, les utilisateurs européens et créer un cadre, on va dire, un peu plus éthique, qui correspond aux valeurs européennes davantage qu'aux valeurs anglo-saxonnes, un cadre plus éthique d'utilisation des outils numériques. Et ça, c'est vraiment, on peut parler de réussite parce que finalement, on voit que ça s'impose à ces géants du numérique. Ils ne peuvent pas vraiment faire autrement que de se conformer aux règles européennes, du moins lorsqu'ils sont en Europe. Oui, et puis on a l'impression qu'ils conscientisent sur le coup, eux aussi, les 200 millions de clients de l'Europe. La vieille Europe, finalement, c'est quand même plus de 200 millions de clients. C'est quand même un marché gigantesque. On aime bien quand même se flageller souvent en Europe en disant qu'on est en perte de vitesse, qu'on est en déclin. Sur un certain nombre de sujets, c'est tout à fait vrai, il faut en avoir conscience. Mais sur d'autres, notamment sur le volet des valeurs, de l'éthique de la guerre, l'éthique en numérique, l'éthique en bioéthique, etc., et bien là, finalement, on n'est pas si mauvais et on a de l'influence. Et on a de l'influence, encore une fois, non pas parce qu'un des 27 États décide de légiférer, mais parce qu'on le fait collectivement à 27 avec la puissance de frappe de l'Union européenne. Et pourtant, un peu partout dans les pays européens, on a les souverainistes qui montent en puissance. C'est-à-dire que le peuple, les citoyens, on l'a vu avec le Brexit qui est peut-être le pire du souverainisme, on voit bien que les peuples, eux, alors soit ne comprennent pas l'Europe, soit se disent que l'Europe ne sert à rien, mais en tout cas, ils ont un repli nationaliste. C'est pas un phénomène tout à fait nouveau. En tout cas, ce manque d'attachement à l'Union européenne, ce manque de compréhension ou de lisibilité des institutions, c'est un problème qui existe depuis le début de la construction européenne et qui n'a toujours pas été résolu. Ça, il faut le dire. Maintenant, si on regarde quand même les sondages menés par l'Eurobaromètre, qui est cet outil de l'Union européenne qui permet de faire des sondages dans l'ensemble des pays européens avec des échantillons très représentatifs. C'est un gros outil de sondage d'opinion. Eh bien, ça nous montre quand même que l'adhésion à l'Union européenne est valorisée mais bien plus que la majorité des citoyens européens dans tous les pays. Donc ce qui n'est pas remis en cause, c'est le fait d'appartenir à l'Union européenne, même si, bien évidemment, on a des partis politiques qui parlaient beaucoup de Frexit, de sortie, mais ça, regardez maintenant les débats politiques, on n'en parle plus.
Même en Italie, la nouvelle première ministre ne parle pas de quitter l'Union européenne. Elle parle de renégocier les conditions pour l'Italie, tout comme en France. On a maintenant le même vocabulaire pour s'adresser à l'Union européenne. Donc, il y a une incompréhension de l'Union européenne, il y a des déceptions. Et des déceptions qui sont fondées. Ça, c'est évident. Et vous le rappeliez, la crise migratoire. On peut aussi parler de la crise économique en 2012. C'est une réussite. La crise de l'euro. Voilà, c'est une réussite dans le sens où il n'y a pas eu de faillite de la zone euro, mais ça a quand même eu des conséquences très néfastes pour un certain nombre de pays, notamment les pays du Sud, Grèce, Italie, Espagne, Portugal, qui ont développé quelques ressentiments vis-à-vis de cette zone euro qui leur a imposé un certain nombre de réformes structurelles très dures, une austérité que les citoyens de ces pays-là ont vécu comme quelque chose de dur et comme une forme de trahison finalement vis-à-vis de la solidarité européenne à laquelle dont ils espéraient pouvoir bénéficier. Maintenant, ces mouvements nationalistes en Europe, ils ne sont pas dus uniquement à un rejet de l'Union européenne. C'est-à-dire que je dirais que c'est un élément supplémentaire qui sert l'argumentaire nationaliste. Il est davantage dû ce repli sur soi et ce repli sur l'échelon qu'on connaît le mieux, qui est l'échelon de l'État-nation. Il est davantage dû à une prise de conscience qu'on ne maîtrise plus nos destins. Que dans ce monde globalisé, où les conflits se multiplient, reviennent de plus en plus forts, et maintenant jusque proche de chez nous, eh bien dans ce monde-là, on ne maîtrise plus rien, on n'a plus les cartes en main. Et donc le premier réflexe, le réflexe naturel, c'est de se dire, l'échelon de gouvernance que je connais le mieux, qui historiquement a été le plus protecteur, c'est-à-dire mon État, c'est vers lui que je me tourne pour chercher des solutions. Mais force est de constater, et finalement c'est pour ça qu'on parle beaucoup moins de sortie de l'Union européenne dans tous les pays, c'est que tout le monde a bien conscience que seul son État ne serait pas davantage capable de maîtriser, de tenir les rênes de son propre destin. Et là, donc, avec cette guerre, avec cette protection sur l'énergie, cette solidarité sur l'énergie, c'est là où ça va peut-être vraiment jouer pour l'Europe, c'est-à-dire que ça lui fait gagner des points. Alors ça peut lui faire gagner des points, c'est encore trop tôt pour le dire, on n'est pas tout à fait rentré dans le dur de l'hiver, on verra en janvier-février ce que ça donnera, mais si effectivement cette solidarité fonctionne et que, ça dépend aussi du contexte quand même, du contexte de la guerre, mais les Européens ont l'air, pour l'instant, encore une fois, quand on regarde les sondages, ont l'air de soutenir assez massivement les efforts, les sacrifices finalement, pour continuer à soutenir l'Ukraine d'un côté et pour rompre notre dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie. Donc les conséquences qui sont liées à ça, c'est-à-dire l'augmentation des prix, la baisse du chauffage, etc., pour le moment, du moins, il faut être très prudent, ça a l'air d'être accepté par une large majorité de citoyens européens. Alors l'autre reproche qu'on fait à l'Europe, c'est d'être un peu comme une intelligence artificielle qui aurait pris le pouvoir sur ses créateurs. C'est-à-dire que les technos sont au pouvoir et c'est eux qui nous imposent tout un tas de choses avec les règlements dont vous avez parlé. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'effectivement la Commission a tout pouvoir et la Commission dirige le monde ? Il y a un effet que les sociologues théorisent très bien, c'est que lorsqu'on a une institution, une administration, quelle qu'elle soit, et qu'on lui donne un peu de pouvoir, elle a tendance à aller en chercher encore plus. C'est très naturel. Ça vaut pour toutes les institutions européennes, ça vaut pour toutes les institutions nationales, ça vaut même à des échelles très humaines, je dirais. Mais ce qui est certain du point de vue des institutions européennes, c'est que la division des compétences, la répartition des compétences entre les différents niveaux de gouvernance nationale et européen, elle est actée dans les traités. Le dernier en date, traité de Lisbonne, qui divise en trois types de compétences, les compétences exclusives, les compétences partagées et les compétences, on va dire, de support. Finalement, entre tout ça, entre cette division très rationnelle, il y a encore beaucoup d'espace. Et donc, qu'est-ce que fait la Commission européenne ? Elle légifère, elle s'octroie le droit de légiférer sur tout un tas de domaines qui lui sont laissés, finalement. Et qui lui sont laissés par qui ? Bien, par les États. Parce que rappelons, j'aime toujours rappeler quand même que les États, ce sont eux qui signent les traités. Ce sont eux qui décident en amont
de la juste répartition des compétences à laquelle ils sont prêts à souscrire ou non. Donc ce serait faire un mauvais procès à la Commission européenne, je pense, que de la voir comme ce monstre bureaucratique qui prend avantage, qui, lorsque les États ont le dos tourné, légifère sur ce dont elle n'a pas le droit de légiférer. Ce n'est pas vrai. Si elle légifère, c'est qu'elle a le droit. Pourquoi ? Parce que les États lui laissent ce droit, lui laissent cette marge de manœuvre. Alors après, on est rentré dans un cercle un peu vicieux, où effectivement, on a des fonctionnaires européens extrêmement compétents qui, dès qu'ils le peuvent, dès qu'ils en ont l'opportunité, vont se saisir d'un sujet dont ils ont le droit de se saisir, mais pour lequel ils n'ont pas été directement mandatés. Donc effectivement, il y a un besoin de cadrage quand même de la Commission européenne. Et ce cadrage, il n'y a que les États qui peuvent le faire. La Commission, c'est l'exécutif. L'État, c'est un peu anonyme. Pour vous, c'est quoi ? Les États peuvent le faire. C'est au niveau du Conseil européen. Donc c'est les gouvernants, c'est les présidents et les premiers ministres, oui, bien évidemment. C'est à ce niveau-là. Et c'est à l'autre échelon qui est le Conseil de l'Union européenne, où siègent les ministres de l'Union européenne, enfin les ministres des États membres, dans différents comités, agriculture, environnement, économie, monétaire, etc. C'est à ces niveaux très politiques qu'on peut quand même orienter le travail de la Commission et du Parlement également. Il faut rappeler que la Commission, c'est bien l'organe exécutif de l'Union européenne, mais c'est une administration. Il n'y a pas de personnes élues au sein de la Commission, même s'il y a maintenant un nouveau processus d'élection du président de la Commission européenne via le Parlement, etc. Mais ça reste quand même quelque chose de très, très, très indirect. Contrairement au Conseil européen, composé des États membres, qui, eux, sont directement élus par leurs citoyens. Et le Conseil européen, il a un rôle de guide. Il fixe les grandes lignes, les stratégies, les grands objectifs de l'Union européenne. Il fait ce qu'il sait faire, il fait de la politique. Mais c'est aussi un organe qui peut, s'il le souhaite, cadrer les travaux, cadrer ces fameux objectifs. Si demain, l'objectif, c'est de renforcer la défense européenne, eh bien, il va falloir que tout le monde se mette au pas, si je puis dire, et que les autres institutions suivent. Encore une fois, c'est au Conseil de donner ces directives, ces objectifs. Alors, il y a peut-être une incompréhension de la part du citoyen, c'est cet élément qui fait que les directives européennes sont transférées en droit national. Et là, on a l'impression que quand c'est parti à Bruxelles ou dans les sphères, en fait, ça nous retombe dessus comme si on avait le droit de rien décider. C'est ça peut-être la vraie incompréhension. C'est une vraie incompréhension qui est fondée, parce que quand on regarde ce qui se passe dans les parlements nationaux, alors je vais parler uniquement de la France, on a une grande majorité des textes de loi votés par les députés qui sont en fait des transpositions de directives ou de règlements européens. Ils ont tout loisir de les débattre, ces textes. Ils le peuvent. Théoriquement, ils le doivent. C'est-à-dire que c'est leur rôle de député que de débattre ces textes-là. Ils ont le droit de refuser la transposition ? On n'a pas le droit de refuser la transposition. Voilà. Mais par contre, alors il y a deux choses. Il faut distinguer les règlements et les directives. Les règlements, c'est comme nos lois, c'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est très cadré, c'est avec, voilà, on peut difficilement s'en éloigner. Mais la directive, c'est censé être différent. C'est censé être la Commission qui, avec le Parlement européen, qui donne des grands objectifs aux États et ensuite qui laisse toute marge de manœuvre aux États pour les mettre en œuvre. Donc, qui leur laisse le choix des moyens. Sauf que ça, c'est de moins en moins vrai, parce qu'aujourd'hui, les directives européennes sont de plus en plus précises. Et finalement, les marges de manœuvre laissées aux États sont de moins en moins grandes. Pourquoi aussi ? Parce que les sujets sont très techniques, extrêmement techniques, parce qu'il y a une forme d'accélération qui est nécessaire dans un certain nombre de domaines, notamment les domaines climatiques, enfin les enjeux environnementaux, et qui fait que les textes, la Commission s'octroie aussi un peu le droit de préciser un peu trop ces directives et de laisser moins de marge de manœuvre aux États. Donc ça, c'est un point, à mon avis, qui serait important de rediscuter, de renégocier au niveau européen. C'est un pouvoir qu'auraient les chefs d'État, de pouvoir dire, écoutez, revenons à la lettre des traités sur ce qu'est une directive. Une directive, c'est des objectifs, c'est tout.
En fait, ce que vous décrivez là, c'est des éléments de pression, de tension, qui sont tout à fait normaux dans la politique. C'est-à-dire que la politique, évidemment, c'est un travail sur le rapport de force. Et visiblement, nos élus, qu'ils soient... alors les ministres ne sont pas élus, ils sont désignés, mais et nos députés européens, pour prendre cet exemple-là, en fait, n'ont plus la possibilité d'avoir le gain sur le rapport de force, sur la technocratie. Parce qu'on ne le cherche pas, ce rapport de force. On ne le cherche pas ou on est un peu incompétent? Je vais être un peu méchant, mais un j'oserais député pas européen... le dire, mais Oui. non, il n'y a pas d'incompétence d'un point de vue individuel. Il y a une incompétence, je dirais, générale. C'est-à-dire que la France n'a pas de véritable stratégie d'influence au niveau de l'Union européenne. On est on est les bons élèves de l'Europe, il faut le dire. On est ceux qui transposons le plus rapidement les directives européennes. On ne discute pas beaucoup, finalement, au niveau européen. Pourquoi ? Eh bien, parce que on est toujours dans un vieux schéma où le national, dans les esprits de nos élus, prime sur l'européen. Et finalement, l'Europe, ils ne savent pas bien ce que c'est. Ils ne comprennent pas bien, ça ne les intéresse pas. Et donc, ils vont se concentrer sur ce sur quoi ils pensent avoir le plus de prise, c'est-à-dire l'échelon national. Or, ce délaissement de l'Union européenne comme sphère d'influence, pour la France, elle est extrêmement dommageable. Et ça explique qu'après, on ait des réglementations qui passent, qui désavantagent nos agriculteurs, nos ports, ou nos industries, etc. Sauf que qui ça avantage ? Ou des amendes qu'on paie parce qu'on ne peut pas suivre ce qu'on a voté. Bien sûr, mais qui ça avantage ? Ça avantage souvent, il faut le dire, les pays nordiques, les pays anglo-saxons. Avant, c'était le Royaume-Uni, Danemark. Pourquoi ? Parce que ce sont des pays qui sont très proactifs en Europe. Ce sont des pays pour qui l'influence dans les comités, dans les commissions, au Parlement européen, etc., pour qui cette influence-là, elle est primordiale. Pour eux, c'est un enjeu stratégique. Et ils ont raison. Donc, forcément, ils font passer leurs idées, ils font passer leurs intérêts, là où nous, en France, on est beaucoup plus timides sur cette influence et sur cette défense de nos propres intérêts au niveau européen. Et même les hommes et les femmes qu'on envoie au Parlement européen sont souvent des seconds couteaux des partis. Alors, malheureusement, ça n'enlève rien à leur compétence ou à leur qualité individuelle, mais ce qui est certain, c'est que le premier choix, généralement, à part de certains énergumènes, le premier choix, c'est d'abord un mandat national. C'est évident. Et donc, finalement, souvent, on envoie des personnes à qui on veut faire plaisir, des personnes ou qu'on veut éloigner. Et donc, encore une fois, ça montre bien... Qui acceptent d'aller à Strasbourg. Oui, et à Bruxelles, parce que c'est quand même... théoriquement, faut y être assez souvent. Donc finalement, ça montre bien l'absence de stratégie et de valorisation par la France de l'échelon européen de gouvernance. Alors pour conclure, on a vu que cette Europe, finalement, a l'air de se défaire de son idée très libérale. On l'a vu avec le RGPD, ce que vous nous disiez. C'est-à-dire vous avez beaucoup parlé d'éthique et de valeurs. C'est-à-dire que cette Europe aurait donc de l'éthique et des valeurs et pas uniquement libérale ou ultra-libérale. Selon vous, c'est une évolution qui va se poursuivre. Comment sera donc justement cette Europe demain ? Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu un tournant. Il y a eu un tournant, et ce tournant, c'est, même s'il y a eu pas mal d'étapes dans ce qu'on peut appeler l'Europe sociale, le vrai tournant, c'est la crise de la zone euro. Et c'est justement ces ressentiments très importants de la part des pays à qui on a imposé des systèmes d'austérité. Là, il y a eu un début de prise de conscience, sans action, mais un début de prise de conscience, que ces inégalités-là en Europe n'allaient pas pouvoir durer, ou alors ça allait vraiment entacher le projet européen à l'avenir. Et puis, on a eu la crise sanitaire. Et là, on a vu une solidarité européenne qui a fonctionné. Alors, c'est sûr que les premières semaines, c'était cacophonique. Mais une fois que la coordination générale a été faite, a été mise en œuvre, qu'on a eu un plan de relance assez incroyable et finalement extrêmement généreux pour l'ensemble des États européens, on a revu l'Union européenne comme étant un outil de protection de ses citoyens.
C'est quelque chose qui était latent, mais qui progressivement avait été un peu oublié. Parce que finalement, la plupart des européistes, on va dire, au sein des institutions européennes, ce ne sont plus tant les intérêts des citoyens européens en tant que tels qui défendaient, mais c'était plutôt des grands principes. Le grand principe de la concurrence loyale, le grand principe de la compétition parfaite, tous ces grands principes qui, dans les faits, créaient des inégalités, créaient des frustrations, des déceptions et ne protégeaient pas tant que ça, ou en tout cas pas de manière suffisamment équitable, les citoyens européens. Et donc il y a de plus en plus un basculement où on voit que l'Union européenne se veut protectrice. C'est l'objet du plan de relance suite à la crise sanitaire. C'est l'objet aujourd'hui des réformes, des mesures d'urgence dans le cadre de la crise énergétique. Est-ce que ça va perdurer ? Est-ce qu'on ne va pas revenir aux 3% bientôt là ? Parce qu'on n'en parle plus du tout. Donc ça veut dire que visiblement c'est un peu oublié. Ça va être difficile de revenir aux 3%. Ça va être très difficile d'y revenir, d'autant plus que maintenant l'Allemagne, qui va avoir davantage de défense, de dépenses publiques, notamment dans le secteur de la défense, mais aussi dans le secteur des renouvelables, de l'énergie, etc. Voilà, ils vont avoir du mal à revenir à cette règle-là, qui de toute manière était une règle qui n'était plus vraiment respectée par quasiment la totalité des États européens. Donc on était déjà... En fait, on gardait quelque chose qui était déjà obsolète. Et finalement, la crise sanitaire a aidé à lever le tabou. Et maintenant, par contre, il faut de nouvelles règles. Là, on est toujours dans l'urgence, on est toujours dans la crise, dans l'après-crise, et une nouvelle crise qui surgit. On n'a pas encore eu le temps de bien se poser et réfléchir aux nouvelles règles. C'est ce que demandent tous ceux qui sont en faveur d'une révision des traités européen. Ça, c'est vraiment le grand débat, si je puis dire, de demain. C'est ça, c'est cette révision des traités européens. Qu'est-ce qu'on peut faire à traité constant ? Il y a énormément de choses, mais à un moment donné, si on veut vraiment revoir les règles qui nous lient les uns aux autres et ces règles de solidarité européenne, pour les adapter au contexte et pour les adapter aux défis futurs, on pourra difficilement se passer d'un nouveau traité. Alors donc, Joséphine Staron, merci. On va attendre donc ces nouveaux traités. C'est peut-être là où on verra comment l'Europe a vraiment évolué, si vraiment elle a changé comme un supertanker de cap, puisqu'évidemment on sait que c'est une grosse machine et donc ça mettra du temps. Mais effectivement, c'est ces futurs traités qu'il faudra regarder. Merci beaucoup. Merci.